Nous avons avec nous en ligne Assunta Gallo. Elle est directrice de la protection de la jeunesse et directrice provinciale pour le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Bon après-midi, Madame Gallo. Bonjour, M. Ernest Pierre. Vous allez bien? Oui, moi je vais toujours bien, Madame Gallo. J'espère pour vous aussi, Madame Gallo. Oui, je vais très bien. Oui, est-ce que vous aimez ce dernier rapport V23 de la DPJ? Est-ce que je l'aime? Est-ce que c'est la question? Oui, c'est la question. Est-ce que vous êtes fier du travail? Parce qu'en fait, je pose cette question-là parce que c'est peut-être la première fois que je vois tant d'ampleur à un rapport de la DPJ. On dirait qu'avant, on ne rendait pas public ce rapport-là. Je sais que c'est toujours public, mais on en parle beaucoup plus cette fois-ci. Je suis contente qu'on parle beaucoup plus parce que la maltraitance des enfants, c'est un problème de société et je suis également heureuse de voir qu'on parle des jeunes contrevenants. C'est un volet de notre travail qu'on connaît moins bien dans la société, dans la population. Alors, pour moi, c'est important qu'on entend parler également des adolescents qui ont un parcours en délinquance juvénile. Et vous avez aussi des situations où on parle d'un jeune sur 10 à peu près qui soit l'objet de signalement à la direction de la protection. C'est beaucoup? Bien, ça, c'est au plan national. Quand on regarde le CIUS centre-sud de l'île de Montréal, on parle de presque 15 000 signalements que nous avons traités. Pour être exact, c'est 14 649 signalements que nous avons traités l'an dernier. Et quand on regarde les deux DPJ à Montréal, parce que à Montréal, nous sommes deux DPJ séparés par langue, alors je suis responsable pour la communauté francophone et allophone, et ma collègue, Madame Linda Sy, elle est responsable pour la communauté anglophone et également l'ensemble de la communauté provenant de la communauté juive. Et quand on regarde les tableaux combinés, nous avons 20 000 signalements traités. C'est beaucoup. C'est quand même et important comme volume. Ça représente beaucoup plus qu'un jeune sur 10, là. C'est beaucoup plus, pas vrai? Ben, c'est pas, parce que le topo de 1 sur 10, on regardait la population des jeunes de 0-17 ans au Québec. Mm-hmm. Alors, quand on regarde la population à Montréal, vraiment le nombre de signalements qui ont été traités ensemble, les deux DPJ, c'est presque 20 000 signalements. C'est quand même très important comme volume. Nous, dans les communautés racisées, on a souvent des difficultés à croire qu'il y a une surreprésentation de jeunes issus de ces communautés-là dans les services sociaux, mais en particulier à la DPJ. Est-ce qu'on a touché ce volet-là de la question? On l'a touché quand que je faisais rapport hier. J'ai parlé d'une initiative qui s'est mise en place, qui se démarque chez nous au Centre-Sud. C'est une entente que nous avons mis en place avec le bureau de la communauté haïtienne de Montréal qui s'appelle l'entente Option Protection. C'est des services qui sont offerts ensemble avec la DPJ ou ça peut être offert à part de la DPJ, mais c'est nous qui pouvons référer à cet organisme communautaire. Et c'est vraiment dans l'esprit d'essayer de soutenir les familles provenant des communautés ethnoculturelles et de voir quand la DPJ est impliquée, est-ce qu'on peut avoir un soutien supplémentaire qui s'ajoute pour qu'on puisse se retirer le plus rapidement possible parce qu'on met plus de filets de sécurité autour de la famille. On a quand même plusieurs initiatives. Parce que le sujet, en fait, le but, ce n'est pas nécessairement de judiciariser comme la plupart le croient et surtout de retirer les enfants dans leur milieu naturel, mais c'est de s'assurer que le bien-être de l'enfant est justement pris en considération, quel que soit l'endroit où il va se trouver. Exactement. Puis vous avez bien nommé l'idée de la philosophie derrière la protection à la jeunesse. Puis je sais que c'est un élément que parfois dans la population c'est méconnu, c'est que la majorité des jeunes
qui sont suivis par la protection de la jeunesse demeurent soit avec dans leur milieu familial ou qui demeurent avec quelqu'un significatif, comme par exemple une grand-mère ou un grand-père, un oncle, une cousine. Alors, la majorité des enfants et adolescents qui sont suivis en protection de la jeunesse demeurent dans leur milieu familial ou c'est familial à l'élargie. Madame Gallo, il y a une expression qu'on utilise dans le milieu par rapport à ces jeunes qu'on considère comme des jeunes de la DPJ et on les appelle des jeunes de la DPJ, comme quoi DPJ un jour, DPJ toujours. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre de cette appellation-là, peut-être populaire, mais c'est le cas. Quand j'entends l'expression, ça me fait réagir de différentes façons. Ça fait quand même des années que je travaille en protection de la jeunesse. J'ai déjà travaillé en première ligne également. Cependant, quand j'entends des jeunes qui disent une fois qu'on est dans la DPJ, suivi par la DPJ, on est toujours un enfant de la DPJ. J'ai récemment rencontré des adultes qui ont eu un parcours en protection de la jeunesse et les adultes m'ont dit ça. Et la façon qu'ils me l'ont présenté, c'est qu'ils s'en ont sortis. Aujourd'hui, ce sont des adultes comme vous et moi qui ont des carrières, qui ont un travail, qui ont des familles. Alors pour moi, c'est vrai que quand la DPJ intervient dans la vie familiale, la vie privée, c'est intrusif comme intervention. On le sait. C'est l'État qui s'implique dans la vie familiale, mais la mission, c'est d'assurer la protection des enfants. L'autre côté de la médaille, parfois, quand j'entends l'expression, c'est que les gens disent, une fois que la DPJ devient impliquée dans ta vie, ils veulent jamais sortir. Mais moi, je veux partager que notre objectif, c'est de mettre en place tout qui est possible pour sécuriser l'enfant, pour assurer que l'enfant se développe bien et s'épanouit pour qu'on puisse se retirer. C'est vraiment notre objectif. On veut pas rester dans la vie des enfants. On reconnaît que c'est des interventions intrusives qui sont difficiles pour la famille, qui sont difficiles pour les enfants. Et naturellement, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais regardons de manière beaucoup plus générale, Madame Gallo. Oui. On regarde des situations qu'on n'aime pas. Par exemple, et c'est peut-être un cas particulier que vous ne voudrez pas commenter, mais quand un jeune estime qu'on l'a totalement oublié pendant plusieurs années et qu'il ou qu'elle va même intenter une poursuite parce qu'on n'a pas pris en considération ses besoins. Dites-moi, Madame Gallo, est-ce qu'il y a tellement un besoin criant ou un manque de personnel à la DPJ qu'on ne peut pas tout voir, qu'il y a des situations qui nous passent en dessous du radar? C'est clair que quand on a beaucoup d'enfants en attente, le plus grand nombre d'enfants en attente que nous avons, c'est vrai qu'on est en train de gérer des risques plus importants. C'est une réalité qu'il faut reconnaître. Cependant, je vous explique ce qu'on fait parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'enfants en attente. Cependant, j'ai des gens qui sont dédiés à appeler les gens qui nous ont interpellés pour nous alerter qu'il y a une situation préoccupante pour un enfant. Et on fait des appels régulièrement. Alors, on appelle les signalants régulièrement à savoir l'état de la situation. On a quand même des mises à jour très régulièrement autour de ces enfants comme un filet de sécurité additionnel. Ceci étant, personne n'est à l'abri que quelque chose peut arriver. Il n'y a pas de garantie. C'est une réalité qu'on conjugue avec. Tout le monde va tout faire, puis c'est la dernière chose qu'on veut faire d'échapper à un enfant, mais personne n'est à l'abri d'une situation qui arrive. Mais tous les filets de sécurité qu'on peut mettre en place sont définitivement mises en place. Madame la directrice, le temps arrive presque pour terminer, mais vous savez, moi, je n'ai pas souvent la chance de faire une entrevue avec la directrice de la protection de la jeunesse. Hein? Il n'y en a pas une tonne à Montréal, n'est-ce pas?
Alors, regardons comme dernière question cette réalité, c'est que c'est pas toujours la directrice qui est présente partout et puis on fait affaire avec des humains. Est-ce que ça se peut que quelquefois vous ayez des employés qui font du zèle? Pardon, j'ai pas compris. Qui font la question, du zèle, qui sont un peu trop zélés. Oui, alors, vous avez tout à fait raison quand vous dites que nous sommes tous des êtres humains. Alors, comme dans tout domaine, alors si on est médecin, si on est psychologue, si on est journaliste, peu importe notre domaine, c'est clair qu'on aura toujours des situations très, très, très exceptionnelles qui peuvent arriver. Ce que je peux vous dire, c'est la très, très grande majorité des personnes qui travaillent en protection de la jeunesse, en jeunes contrevenants, comme dans tous les domaines, sont des personnes qui veulent bien faire, veulent bien travailler, ont l'intérêt des enfants à cœur, ont l'intérêt des familles à cœur, des parents à cœur. Cependant, il se peut que ça arrive qu'on a une personne pour laquelle les choses ne fonctionnent pas de la façon qu'on souhaite. Alors, si c'est quelque chose qui arrive, ben on l'adresse. On l'adresse parce qu'il y a quand même des attendus concernant les façons de faire. Il y a des attendus concernant le décorum qu'on prend avec les familles, avec les parents. Alors, c'est clair, net et clair on l'adresse si ce sont des choses qui arrivent. Assunta Gallo, directrice de la protection de la jeunesse et directrice provinciale pour le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Je vous remercie, Madame Gallo, d'avoir pris du temps de nous parler, de nous expliquer. 10 minutes, c'est jamais très long, mais on a une bonne compréhension de la DPJ, un peu plus, disons. Merci à vous de votre intérêt, puis à la prochaine. À la prochaine, Madame la directrice. Merci, au revoir. Au revoir.